Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis et plus précisément dans l'Iowa, dans la petite ville de Villisca du comté de Montgomery. C'est un endroit assez calme qui connaît à cette époque une apogée économique. De nombreux trains de marchandises la traversent et la vie y est confortable. La famille Moore se compose de 6 personnes et vit au numéro 323 4e rue. Il y a le père, Joshua, 43 ans, la mère, Sarah, 39 ans, et leurs enfants, Herman, 11 ans, Catherine, 10 ans, Boyd, 7 ans et Paul, 5 ans. Joshua, né dans l'Illinois, était arrivé à Villisca depuis 13 ans. Il a débuté sa vie dans la ville en travaillant pour Frank Jones, retenez bien ce nom, avant de se lancer dans sa propre affaire, une quincaillerie. Il va bien réussir et devenir quelqu'un d'important dans la ville. Il épouse Sarah Montgomery le 6 décembre 1906. Elle était née elle aussi dans l'Illinois. La famille est une petite tribu joyeuse et les enfants aiment jouer et rire. Ils sont très appréciés dans la ville et sont très actifs au sein de leur église. Les voisins ont l'habitude de les entendre s'amuser. Le dimanche 9 juin 1912, toute la famille s'est rendue à l'église presbytérienne pour assister à un spectacle donné par les enfants de la ville. Après cette soirée, les enfants demandent et obtiennent l'autorisation pour que leurs 2 petites voisines et amies, Lena 12 ans et Ina 8 ans, passent la nuit chez eux. Les parents des 2 petites sont Joseph et Sarah Stillinger, de riches agriculteurs. Drôle de hasard, les lampadaires dans la rue ce soir-là ne fonctionnent pas et il fait très sombre dans les rues. Le lundi 10 juin au matin, la voisine, Marie Peckman, qui est une lève-tôt, a déjà fait sa lessive et étend son linge. Elle regarde la maison des Moore et est étonnée par le calme inhabituel de la famille. Pas de rire d'enfants comme les autres jours, rien. Les rideaux sont encore fermés, ce qui est étrange car Joshua se lève tôt pour aller travailler. Craignant qu'il ne soit malade, elle va frapper à la porte mais aucune réponse. Inquiète, elle contacte Ross Moore, le frère de Joshua. Celui-ci se rend à la quincaillerie de son frère, mais son employé Ed lui dit de ne pas l'avoir vu. Ross se rend ensuite au domicile de son frère. Il frappe à la porte et aux fenêtres, mais aucune réaction. Il tente d'ouvrir la porte de la maison, mais elle est verrouillée. C'est une ville calme et Joshua ne fermait jamais la porte de sa maison d'habitude. Mais heureusement, Ross possède les clés du domicile et les utilise pour entrer, suivi par Mary. La maison est plongée dans le silence et l'obscurité. Il traverse toute la maison sans rien apercevoir de bizarre. Il finit par ouvrir la porte d'une des chambres et est horrifié par ce qu'il voit. Il fait demi-tour et sort en courant de la maison en disant à Mary d'appeler les secours. C'est le marshal John Henry Horton qui arrive en premier. Tout le monde le surnomme Hank. Il découvre dans cette première chambre sombre des draps maculés de sang recouvrant 2 formes humaines. Une grande hache pleine de sang est posée contre le mur, une lampe à pétrole sur le sol et un miroir recouvert de vêtements déchirés. Il monte ensuite au premier étage et entre dans la 2e chambre, et il voit les murs tachés de sang. Il y a 2 formes sous les draps, également emplis de sang. Sous ces draps se trouvent Joshua et Sarah, le crâne fracassé. Là aussi, une lampe à pétrole gît sur le sol et les miroirs sont couverts. Hank se dirige ensuite vers la 3e chambre et découvre les corps des 4 enfants du couple. Là aussi, il y a un véritable bain de sang. Il y en a jusqu'au plafond. Hank se demande qui sont les 2 corps se trouvant dans la première chambre du rez-de-chaussée, car il ignore que les 2 petites voisines passaient la nuit chez les Moore. D'ailleurs, Joseph et Sarah Stillinger s'inquiètent de ne pas voir leur fille revenir. Ils vont donc téléphoner aux Moore, mais bien sûr sans avoir de réponse. C'est alors qu'un opérateur du téléphone leur répond. Tout le monde est mort dans cette maison. Le docteur Al Lindquist est le coroner chargé de l'affaire. Il rejoint les autres enquêteurs ainsi que le révérend Ewing. Ils examinent en premier les corps de Lena et Ina dans la chambre du rez-de-chaussée. Ina est morte dès le premier coup. Par contre, sa sœur s'est réveillée et porte des blessures de défense. Le tueur s'est acharné sur les visages de ses victimes.
elles ne sont plus reconnaissables. C'est dans cette chambre que la fameuse hache est retrouvée, ainsi qu'un morceau de chaîne de montre et, plus étrange, un morceau de lard dans une glacière. Le tueur a recouvert Lena avec une veste grise en plus du drap. Malheureusement pour elles, elles étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Les 4 enfants Moore ont été tués également avec la hache et recouverts avec un drap. Quant aux parents, le tueur s'est particulièrement acharné sur le père, au point qu'il a eu les yeux arrachés. Quelle est la méthode du tueur pour empêcher les cris de ses victimes, me demanderez-vous? Eh bien, il assomme sa future proie avec le plat de la lame de la hache et donne ensuite jusqu'à 30 coups avec le tranchant. Les enquêteurs aperçoivent sur le sol une empreinte de talon sur un magazine. Dans la cuisine, il y a un bassin avec de l'eau rouge, comme si le tueur s'était lavé les mains après les crimes. Dans le grenier, il y a des signes que quelqu'un est resté là pour espionner la famille. Il y a un trou dans une planche qui se situe entre le grenier et la maison. La population est curieuse de voir la scène de crime et les gens se faufilent à l'intérieur malgré la présence de la police. Les chiens policiers tentent de suivre la piste du tueur, mais trop de personnes ont pollué la scène. Fin de soirée, les pompes funèbres emmènent les corps. Un des frères de Joshua dit à la police que celui-ci avait une hache dans la grange, comme beaucoup de monde à l'époque. Le mercredi 12 juin, les victimes sont enterrées au cimetière de Villisca. Selon le médecin légiste, les meurtres ont lieu entre minuit et 5 heures du matin. Le tueur aurait pris la hache dans la grange, aurait posé les lampes à pétrole sur le sol et les aurait éteintes après les faits. Il a recouvert les visages des victimes. Ça peut vouloir dire soit qu'il les connaissait, soit qu'il avait peur que son image soit imprimée sur la rétine de la petite Lina qui s'est réveillée au moment où il l'a tuée. Ça paraît stupide de nos jours, mais beaucoup y croyaient à l'époque. Un mort gardait sur la rétine la dernière image qu'il avait vue. Cette technique, appelée optographie, a notamment été utilisée sur les victimes de Jack l'Éventreur. Bien sûr, sans donner quoi que ce soit. Quant à la famille Stillinger, en plus d'avoir perdu leurs 2 filles, ils vont perdre un bébé et leur maison va brûler. La chronologie des crimes semble claire, mais qui et pourquoi? La nièce de Joshua et Sarah dit aux policiers que le samedi avant les meurtres, un homme lui avait demandé l'adresse de la famille Moore. Quand elle en a parlé à sa tante Sarah, celle-ci a confirmé qu'un homme ressemblant à sa description est venu rôder autour de leur maison. Peu après les meurtres, un vagabond sortant d'un train est arrêté, car ses chaussures sont pleines de sang. La nièce des victimes se rend sur place pour une identification, mais ce n'est pas l'homme qui lui avait demandé l'adresse des Moore. Il avait simplement trouvé ses chaussures. Frank Fernando Jones est l'ancien employeur de Joshua, et il est également sénateur d'État. Il avait de la rancune contre Joshua car il avait ouvert son propre commerce et lui a fait de la concurrence. Mais de là à tuer tout le monde, c'est un peu exagéré. D'autant plus qu'il n'est pas connu pour avoir un tempérament violent. Mais la rumeur dit qu'en plus d'avoir ouvert un magasin concurrent, Joshua avait une liaison avec la belle-fille de Jones, Donna. Celle-ci est arrivée à Villisca 4 ans avant les meurtres et enseigne dans une petite école de campagne. Albert, le fils de Frank, tombe rapidement amoureux d'elle et l'épouse en février 1910. Beaucoup se demandent pourquoi une si belle jeune femme épouse Albert qui n'a pas grand-chose pour lui. Il est assez mou et, il faut le reconnaître, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais le fait d'être le fils du riche et puissant Frank Jones doit aider. La lune de miel est de courte durée et la jeune mariée va vite retrouver du confort auprès d'autres hommes. Le détective Wilkerson est convaincu qu'il s'agit du mobile des crimes et va mener l'enquête sur les Jones. Albert serait rentré un jour chez lui plus tôt et aurait surpris les amants. La honte s'abat sur la famille Jones. Frank décide de laver son honneur dans le sang. Et pour le faire, il engage William Mansfield. Mais ils n'ont pas été prudents, car il y a un témoin. Alice Willard avait aperçu des étrangers rôder près de la maison des Moore le samedi précédant les meurtres en journée. Ce même samedi soir, elle était avec un marchand ambulant lorsqu'elle les a de nouveau aperçus. Elle a pris peur et s'est cachée avec le marchand dans les buissons. Elle a vu les 3 inconnus qui ont été reçus par Frank Jones et elle a entendu l'un d'entre eux dire « Amenez Joe d'abord et le reste sera facile ». En 1917, le procureur Oscar Wanstrand convoque un grand jury afin de voir s'il faut arrêter Frank Jones et le juger.
Le problème est qu'Alice change souvent de version et ajoute des détails à son histoire originale. Un de ses amis explique qu'elle a reçu de l'argent du détective Wilkerson pour raconter cette histoire. Le marchand avec qui elle était ce soir-là ne témoignera jamais, il est introuvable. L'affaire est donc close, il n'y aura pas de procès pour Frank Jones. Alice est décédée de maladie chez elle en 1921. Andy Sawyer est un SDF qui a pour habitude de dormir avec sa hache. Il a beaucoup parlé de manière étrange des meurtres quelques jours après ceux-ci. Par exemple, il disait savoir par quel chemin le tueur avait quitté les lieux. Et il s'arrêtait de travailler en plein milieu de la journée pour lire les pages du journal qui traitaient des meurtres. À un moment, il a crié à ses collègues « Je vais couper vos p*** de tête » en agitant sa hache. En plus, il était soupçonné d'autres crimes à la hache à Colorado Springs. Mais voilà, il a un alibi en béton. La nuit des meurtres, il était en prison pour vagabondage dans la ville d'Osceola. Henry Lee Moore est arrêté en décembre 1912. Jugé et reconnu coupable des meurtres de son épouse et de sa grand-mère. Il les a tués avec une hache. Il est aussi un vagabond et est connu pour son caractère agressif. L'inspecteur McColgry annonça qu'il avait enfin attrapé le tueur, mais personne ne l'a écouté, et Henry Moore n'a jamais été inquiété. Le révérend George Kelly est arrivé à Villisca le 8 juin pour assister au fameux spectacle donné par les enfants. Il a quitté la ville en train le lundi 10 juin à 5h19 du matin, en disant aux autres passagers qu'il y avait 8 âmes mortes à Villisca. Or, les victimes n'avaient pas encore été découvertes. 2 semaines plus tard, il est revenu à Villisca en disant être un détective pour visiter la maison où les faits se sont produits. Il a la réputation d'être un voyeur et il a passé du temps dans un asile psychiatrique. En 1917, il est arrêté et il avoue tout. Selon lui, il n'arrivait pas à écrire son prochain sermon nommé « Tue et détruis ». Ça ne s'invente pas. Et il s'est promené dans la ville. À 2h50 du matin, il est allé dans l'église et il a entendu la voix de Dieu et il a vu une ombre qui l'a conduit jusqu'à la maison des Moore et lui a ordonné de tuer tout le monde. C'est donc Dieu qui lui a dit de perpétrer ce carnage. Je vous laisse juger cette hypothèse. De plus, selon les enquêteurs, le tueur est gaucher et notre révérend aussi. Mais avant son procès, il se rétracte. Selon son avocat, il a été harcelé par la police et comme il est obsédé par l'affaire, en plus d'avoir des soucis psychiatriques, il s'est mis dans la peau du tueur. Sa femme va témoigner que son mari avait déjà confessé des faits criminels alors qu'il était avec elle au moment de ces faits. Il a été jugé une première fois sans que les jurés se mettent d'accord et fut acquitté lors de son second procès. George Meyer s'est arrêté pour cambriolage et après 5 heures d'interrogatoire musclé, il avoue les meurtres le 28 mars 1931. Les enquêteurs avaient reçu une lettre anonyme les poussant à l'interroger. Selon lui, on l'avait payé pour commettre ces atrocités. 2 000 $ avant et 3 000 après ce travail macabre. Après avoir tué la famille, il n'a pas attendu la deuxième partie de sa récompense et s'est enfui. Cependant, même s'il reconnaît le meurtre des Moore, il nie avoir tué les sœurs Stillinger, et il ne donne pas non plus le nom du fameux commanditaire des meurtres. Ses aveux sont plutôt bancals et personne n'y a cru. Il a été condamné à 15 ans de prison pour les cambriolages. Dans le livre L'homme du train paru le 19 septembre 2007, Bill et Rachel James affirment que le tueur est Paul Muller. Je n'ai malheureusement pas trouvé de photo de lui. Les meurtres de Villisca sont les plus connus, mais beaucoup d'autres crimes à la hache ont été commis entre 1897 et 1912. Ils se sont produits un peu partout, au Kansas, à la Nouvelle-Orléans, en Nouvelle-Écosse, en Oregon, en Floride, en Arkansas et bien ailleurs. Paul Muller était l'unique suspect dans le meurtre d'une famille du Massachusetts en 1897, pour qui il travaillait comme ouvrier agricole. La police n'a jamais pu l'attraper. D'origine allemande, il était charpentier et parlait mal anglais. Comment a-t-il échappé aux soupçons? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pas de technique pour exploiter l'ADN, les empreintes ou les traces de sang. La police n'avait pas encore la notion de tueur en série. Les affaires étaient considérées comme isolées et sans lien les unes avec les autres. Pourquoi ce livre s'appelle L'homme du train, me direz-vous? Eh bien, selon les auteurs du livre, Paul Muller se déplaçait de ville en ville en utilisant le chemin de fer.
Les meurtres ont eu lieu dans des villes proches de ces chemins de fer, mais aussi proches d'exploitations forestières. Ce qui expliquerait la présence de Muller en tant que charpentier dans ces villes. Alors qu'est-ce que ces crimes ont en commun en plus d'avoir lieu dans des villes proches des forêts et des trains? Les familles sont entièrement massacrées. Il y a une grange où le tueur espionne la famille par un trou percé par ses soins. Les corps sont recouverts, les miroirs et fenêtres le sont également, et il n'y a pas de vol. Les victimes sont assommées par le côté non tranchant de la hache avant d'être massacrées. Et là, je vous vois en train de vous dire que ça vous rappelle quelque chose. Et vous avez raison. Les auteurs pensent que Muller pourrait être responsable du massacre de la ferme Hinterkaifeck. N'oubliez pas qu'il est allemand. Selon les James, il aurait tué de façon certaine 59 personnes et de façon moins certaine 94 de plus. Il serait reparti en Allemagne car les journaux ont commencé à relier les crimes suite au meurtre de 2 familles à Colorado Springs en une seule nuit. C'est une théorie intéressante, mais voilà, difficile à prouver. Donnez-moi votre avis. En attendant, la maison des crimes a été achetée et transformée afin d'être visitée. Les billets sont au prix de 10 $ pour les adultes. Et si vous voulez y passer la nuit, c'est possible, mais en groupe de 6 personnes. Il vous en coûtera 428 $. Préparez votre sac de couchage et votre oreiller. Alors pour les livres, il y a Villisca par Roy Marshall, sorti en 2003. Alors il y a le fameux livre dont je vous ai parlé, The Man from the Train, par Bill et Rachel James, sorti le 19 septembre 2017. Et enfin, A Nightmare in Villisca par Richard Estep, sorti en septembre 2020. Pour les films, nous avons The Axe Murders of Villisca, sorti en 2016. Comme toujours, liste non exhaustive, à vos recherches. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.